n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent? Tout le temps. Il y en a partout. Bonjour Lynn, Bonjour Virgile, comment ça va? ça va très bien et toi? Eh bien écoute, ça va? Quelle heure il est au Québec? Au Québec, il est présentement 14h05. D'accord, eh ben, chez moi, la soirée commence. Voilà. Donc, Lynn, je te reçois aujourd'hui car tu as... disons qu'avec toi, on va ouvrir un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est donc Oui. ce phénomène qu'on appelle EMI ou NDE. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on aborde notre sujet, celui des cryptides, donc qui tient, qui est cher à ma chaîne. Et j'ai appris que tu t'étais rendu à Portlock avec ton grand-père dans le passé. Exact. Et donc nous allons un peu, j'aimerais bien que tu partages avec nous ton ressenti. Est-ce que tu as parlé avec des locaux là-bas? Est-ce qu'ils t'ont parlé de ce fameux Nantinak? Voilà, mais ça on y reviendra du coup après ce que tu vas nous raconter maintenant avec cette expérience de EMI. Donc je vais te laisser te présenter et puis par la suite tu pourras nous exposer tout ça. Bien sûr. Alors, premièrement, bonjour à tous les membres de la communauté de Connexion Mystère. Mon nom est Lynn La Rochelle. Je suis québécoise, mais plus précisément amérindienne de la communauté Wolastogoye-Wassibedok, ou, si on préfère le dire en français, Malécite, qui est la plus petite des 11 nations du Québec. J'ai 59 ans et à la mi-vingtaine, j'ai vécu une expérience de mort imminente, comme Virgile vient de vous le mentionner. Très bien. Ben écoute, j'aimerais aussi m'excuser si jamais je bafouille parce que je suis vraiment pas à l'aise devant une caméra. Alors, c'est vrai que je tiens à le signaler, mais c'est pas évident, c'est un vrai exercice pour Lynn. Hein. Elle m'a partagé le fait que se retrouver devant une caméra pour parler, c'est pas évident. Et je la comprends, parce que moi, à la base, c'était pas du tout mon style aussi. Mais bon, à force, on s'y fait. Pareil, pour parler, c'est pas tout le temps évident. En tout cas, voilà, je te remercie de ces efforts, Lynn, pour moi et toute la communauté. Et je tiens à préciser que si vous entendez des bruits aussi un peu, des trucs comme ça derrière, dans le background de Lynn, c'est parce qu'elle a deux petits oiseaux qui chantouillent. Voilà. Eh oui. Alors, c'est ça. Mon expérience de mort imminente, c'est à la suite d'un accouchement qui avait été pénible. En fait, j'ai eu 4 enfants, 4 grossesses merveilleuses, mais le problème dans mon cas, c'était aux accouchements. J'avais ce que les médecins qualifient d'utérus paresseux. Parce qu'une fois que le bébé est expulsé, l'utérus est censé continuer à contracter pour refermer les vaisseaux sanguins. Chose que dans mon corps à moi, mon utérus dit, bon, le bébé est sorti, je dors, je fais de la chaise longue et je fais plus rien. Donc, ça se terminait souvent en hémorragie. Mais ce qui est arrivé à mon deuxième bébé, alors que j'avais 26 ans, on était deux dames à accoucher pratiquement en même temps et un seul obstétricien de garde. Donc, le médecin est venu me voir, est allé voir l'autre patiente parce qu'il pouvait pas être aux 2 endroits en même temps. Et il a cru que l'autre dame allait accoucher avant moi. Donc, il s'est dirigé vers l'autre salle d'accouchement. Et moi, je me suis retrouvée seule avec l'infirmière et un interne. Et malheureusement, j'ai accouché soit juste avant ou en même temps que l'autre dame. Donc, j'ai accouché sans médecin. Ah ouais, d'accord. Comme j'avais un placenta adhérent, les personnes présentes à mon accouchement n'ont pas su faire les bonnes manœuvres. Ils ont tout simplement tiré sur le cordon ombilical pour que tout vienne, mais finalement, il n'y a rien qui est venu, ou en tout cas pas au complet. J'ai eu mon congé de l'hôpital 3 jours après avoir accouché, mais je disais au médecin, j'ai encore des grosses contractions, est-ce que c'est normal? Et j'ai eu comme brillante réponse, vive notre système de santé moderne,
C'est pas ton utérus, c'est parce que tu es constipé. Et c'était pas Comme ça. si moi, en tant que femme, j'étais pas capable de faire la différence entre un inconfort au niveau de mon utérus C'est ce et que de mon j'allais te intestin. dire. Ouais. Mais bon, je me suis dit, bon, à 26 ans, il est médecin, moi je le suis pas, il doit avoir raison. Je suis retournée à la maison. Et la semaine qui a suivi, chaque fois que j'allaitais mon bébé, j'avais carrément une hémorragie. Les dames qui ont déjà accouché savent à quel point les serviettes sanitaires qu'on doit porter après un accouchement sont longues, épaisses et peuvent contenir beaucoup. Et je perdais tellement de sang qu'il fallait que je change cette serviette aux 10 minutes. Donc, je me suis affaiblie considérablement. La deuxième semaine, j'ai commencé à faire de la fièvre et j'ai commencé à perdre des gros cailloux. C'était plus seulement des saignements, je perdais carrément des gros cailloux. Donc, mon conjoint dit non, là, ça suffit, on se rend à l'urgence, c'est pas normal. Rendu à l'urgence, ils prennent mes signes vitaux, constatent que je fais de la fièvre, effectivement. Mais là, ils me font un examen gynécologique, constatent que le col de l'utérus est refermé, donc pour eux, c'est pas des débris qui seraient restés dans l'utérus, sinon le col serait resté légèrement ouvert. Donc, ils ont considéré que j'avais une infection. Et on m'a mis un soluté avec des antibiotiques et on m'a hospitalisée. Une semaine comme ça, moi, je continue à faire des hémorragies. Seulement me lever de mon lit pour me rendre au petit coin, c'était le déluge. Mais ça devait être hyper douloureux, du coup. C'était très douloureux, mais c'était surtout, moi, j'étais en train de perdre toutes mes énergies. Mais ouais. Là, ça faisait, la deuxième semaine, quand j'étais hospitalisée, ça faisait 3 semaines que j'avais accouché. Donc, ça faisait 3 semaines que j'étais en hémorragie. C'est vraiment courageux. Puis, après une semaine d'hospitalisation, voyant que les antibiotiques n'avaient aucun effet, le gynécologue de garde est venu me voir ce matin-là. Il me dit, si tu es d'accord, on va aller en salle d'op et on va aller investiguer parce que là, c'est pas normal que les antibiotiques agissent pas. J'ai dit OK parce que moi, j'avais juste une hâte, c'est qu'ils règlent le problème puis que je puisse retourner à la maison pour être avec mes bébés parce que là, j'avais un fils de 13 mois et demi et un bébé naissant de 3 semaines que je ne voyais pratiquement pas. Donc, on m'a rentré en salle d'op. On m'a anesthésié selon le protocole, c'est-à-dire selon l'âge, le poids, etc. Mais ils n'ont pas tenu compte de la quantité de sang que j'avais perdu en 3 semaines. Donc, pendant qu'ils faisaient les investigations et l'intervention, parce qu'il s'est avéré que lors de l'accouchement, une partie du placenta et une membrane étaient restées à l'intérieur de l'utérus et c'était en train de se putréfier dans mon utérus. C'était ça le problème. Mais vu la quantité de sang perdu, je n'ai pas supporté l'anesthésie et j'ai fait un arrêt cardio-respiratoire sur la table d'opération. D'accord. Ils ont pratiqué toutes les manœuvres, c'est-à-dire le massage cardiaque, les électrochocs, une injection directe au cœur. Je ne pourrais pas vous dire le nom du produit. Je crois que c'est de la digitaline, mais je ne suis pas certaine. Et après 21 minutes de ces manœuvres-là, ils ont déclaré mon décès. Donc, ils t'ont déclaré à ce moment-là décédé. Ok. Oui, après 21 minutes de manœuvre. Et c'est au moment où j'étais sur un brancard, le drap sur la tête, j'étais rendue dans le corridor. Et le médecin était installé au pied de ma civière en train de compléter le formulaire, l'acte de décès, mon acte de décès. Et miraculeusement, j'ai repris une respiration à ce moment-là, un genre de tellement fort que le drap m'est rentré dans la bouche, mais moi, j'étais dans le coma. Donc ça, j'en ai pas eu conscience, mais apparemment, le médecin a eu tellement peur qu'il est tombé assis par terre. Et là, ça a été le branle-bas de combat pour m'amener aux soins intensifs. On m'a branché de partout et bon, on m'a sauvé comme ça. Mais le 21 minutes, ce que moi j'ai vécu... Attends, Lynn, récapitulons. Oui. Quand tu me dis 21 minutes, ça veut dire que pendant 21 minutes, tu étais censée être morte? Oui. Non mais, alors, je tiens à clarifier les choses. Scientifiquement, de ce que je sais, 21 minutes sans que ton cerveau irrigué, actif, normalement, les séquelles que tu aurais dû avoir après, je les imagine même pas. C'est mode végétatif, voire pire. Enfin, je bug là-dessus. Donc, si
il y a des docteurs là parmi vous et ça qui peuvent m'expliquer ça, ça serait bien parce que là c'est quand même assez fou là ce qu'elle raconte Lynn. Donc ok, Moi, je te laisse continuer. Je ne suis pas médecin non plus. Oui, je me considère comme miraculée parce que la seule séquelle que j'ai eue après ces 21 minutes-là, c'est un problème de mémoire à court terme. C'est-à-dire ma mémoire à long terme, les souvenirs de mon enfance, tout ça, ça c'était là. La mémoire à court terme, c'était 0 pin bar, puis ça, il a fallu que je travaille pour réacquérir cette notion-là parce que je partais de chez moi, de ma fenêtre de cuisine, je pouvais voir le supermarché. Donc, je me rendais à pied. J'avais besoin, je sais pas moi, d'un pain et de beurre. Le trajet que je faisais de la maison au supermarché, quand j'arrivais au supermarché, je ne savais plus pourquoi j'étais là. Je me rappelais plus ce que j'étais venue acheter. Donc, la mémoire à court terme a été très affectée. J'ai dû faire des jeux de mémoire pour retravailler cette mémoire. Et du coup, ça va mieux maintenant? Maintenant, ça va mieux, oui. D'accord, donc au final, ça reste quand même, comparé à tes 21 minutes où ton cerveau n'est plus irrigué, cette séquelle, elle paraît mineure à côté des faits. Oui, moi je me considère miraculée pour ça parce que j'aurais pu revenir ne plus savoir parler, ne plus être capable de marcher ou devoir tout réapprendre comme un bébé. Mais moi, ça n'a affecté que ma mémoire à court terme. D'accord. Par contre, ça a duré plusieurs années parce que je te dirais que lorsque mes enfants ont commencé l'école au niveau primaire, souvent ils vont donner des rendez-vous aux parents. Les professeurs vont donner des rendez-vous aux parents, soit pour le suivi scolaire normal ou parce qu'il y a un problème particulier avec l'enfant. Je notais mes rendez-vous et je les oubliais. Donc, pour l'école, souvent, j'ai passé pour une mauvaise mère qui ne s'intéressait pas au cheminement de ses enfants parce que j'oubliais ces rendez-vous-là. Quand j'y repensais, c'était « Oh non, j'ai oublié », mais il était trop tard. Souvent, c'était soit le lendemain ou 2 jours après. Puis ça, j'ai dû l'expliquer à l'école, mais je suis pas certaine qu'on m'a cru. C'est pas évident, mais après, quand même, ça rend les choses tout à fait excusables si on se remet dans le contexte, quand même. Ouais. Et du coup, pendant ces 21 minutes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai toujours dit, premièrement, je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu. J'ai aucune preuve à amener, j'en ai pas. J'aurais aimé en avoir, mais j'en ai pas. Par contre, ça me fait plaisir de partager ce que j'ai vécu. Et par contre, j'ai une grosse difficulté, c'est que les mots sont trop faibles pour expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, dans ce lieu-là. Donc, j'ai tendance à utiliser des images pour que les gens comprennent un petit peu le ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Alors, ce que tu feras, Lynn, c'est que tu m'enverras les images. Comme ça, je les mettrai en même temps, si tu veux. Non, mais j'ai des images en mots. D'accord. Pardon. Alors, premièrement, je mentirais si je disais que je me suis vue sortir de mon corps, que j'ai vu mon corps. Non, ça, je ne l'ai pas vu. Le fameux tunnel que plusieurs parlent, si moi je l'ai traversé tellement vite que j'en ai aucun souvenir. Le premier souvenir que j'ai, c'est de me retrouver j'ai tendance à dire une pièce, même si je n'ai jamais vu de mur, de plafond ou de plancher, mais c'était un espace. J'avais l'impression d'être entouré de watts sans que ce soit de la watt. Mais c'était un lieu qui était très apaisant, très rempli d'amour. Lumineux? J'ai pas d'autre mot que ça. C'était très lumineux sans être éblouissant. Donc, c'est-à-dire que c'était un genre de luminosité qu'on ne peut pas retrouver sur le plan terrestre. Mais c'est pas quelque chose qui aurait fait que, on a tendance à se cacher les yeux, non. C'était plutôt une luminosité qui amène de la chaleur et du bien-être. Sans que je ressente de la chaleur, mais c'est difficile à expliquer. Et l'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une musique. Cette musique-là, il n'y a rien de comparable dans le plan terrestre. Même la plus belle des sonates n'égale pas ce que j'ai entendu là-bas. J'ai tendance, moi, à dire que c'était comme des bulles de cristal. C'était tellement pur comme musique, c'était tellement beau, apaisant. Et puis, au moment où j'ai pris conscience de l'endroit où j'étais, j'ai pris conscience qu'il y avait plein de gens autour de moi. Je les voyais pas,
même si j'ai essayé de regarder. Je ne les voyais pas, mais je sentais leur présence. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est le sentiment d'être aimé. Et ça, écrivez-le avec les lettres aussi grosses que Hollywood sur la colline là-bas, en lettres capitales, avec tout ce qui est bling-bling de lumière. Aimé à 100%, avec mes qualités et mes défauts, sans aucun jugement. Cet amour-là, j'ai 4 enfants. Les gens qui ont des enfants vont comprendre ce que je vais dire. Il n'y a rien de plus fort que l'amour d'un parent pour son enfant. Mais l'amour que j'ai ressenti là-bas, c'est 1000 fois ça. C'est tellement plus grand, plus beau, plus pur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais pas à me justifier pour les défauts que je pouvais avoir ou les failles ou les manquements que j'ai pu avoir dans ma vie. J'ai été acceptée telle que je suis. Et là, une voix qui est venue de l'extérieur et dans moi en même temps me fait comprendre que c'était pas mon heure. Mais, moi, j'étais bien trop bien, là. Il n'était pas question que je revienne. Donc là, on a c'est le problème de beaucoup. Ça me permet de voir mes bébés. Et malgré tout l'amour que j'avais pour mes enfants, il n'était toujours pas question que je revienne. Ah non, j'étais beaucoup trop bien. Vous pensez que je vais retourner dans ce petit corps physique-là, être toute coincée, toute poignée, continuer à me faire juger par Pierre Jean-Jacques, la minute que je fais un mot ou un pas de travers, il n'y en a pas question. Je reste ici. Et tout ça se déroule, il n'y a pas de notion de temps là-bas. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été là-bas 21 minutes. Et comme j'ai pas accepté de revenir, on m'a obligé à revenir. Je ne sais pas si les gens savent à quel niveau se situe le plexus solaire. C'est juste là où se rejoignent les côtes. J'ai eu l'impression qu'on me donnait une poussée à ce niveau-là, mais qu'on me tirait dans le dos au même niveau en même temps. Et je suis partie à la renverse et j'ai réintégré mon corps. T'es tombé comme si tu tombais en arrière un petit peu? C'est ce que tu veux Comme si je tombais vers l'arrière, oui. C'est comme, mais on m'a pas laissé le choix. Ouais. J'étais tellement triste de devoir quitter cet endroit-là. Et c'est pas parce que j'avais pas une belle vie, c'est pas parce que j'aimais pas mes enfants, au contraire, mais si on m'avait laissé le choix, je serais restée là-bas. Ben, c'est ce bien-être qui te retenait sûrement. Ouais. Ouais, je vois. Ouais. Alors, L'autre impression que j'ai eue, c'est enfin je rentre à la maison. C'est bête, mais j'avais vraiment l'impression de rentrer à la maison. Ouais. D'accord. Par contre, le 6 mois qui a suivi, ça a été un enfer. Parce que j'avais l'impression de vivre comme sur le rebord d'une falaise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, j'étais heureuse d'être avec mes bébés, mes enfants, mais en même temps, j'avais qu'une envie, c'était de retourner là où ce que j'avais connu. Heureusement, j'ai jamais eu, et même à l'époque, j'ai jamais eu de pensée suicidaire parce que je pense que ça aurait été suffisamment fort pour me faire passer à l'acte. Donc, le suicide, j'y ai jamais pensé. Par contre, j'avais hâte que ma vie se termine pour retourner là-bas. Mais c'est un mal-être qui était pesant à vivre parce que c'est comme si j'étais incapable de profiter pleinement du bonheur ici présent, dans le moment présent. Donc, j'ai fini par, à force de discuter avec des gens, d'expliquer comment je me sentais, on m'a conseillé de rencontrer un directeur de trans. C'est des gens qui vous aident sous forme d'hypnose à régresser. Moi, c'était pas dans un but de régresser, mais dans un but de voir si mes chakras étaient bien réalignés. Et effectivement, selon le directeur de trans, j'avais réintégré mon corps physique, mais pas complètement, d'où mon mal-être. Parce que ce que j'ai compris, pour l'avoir vécu, c'est que l'âme ou le corps éthérique, appelez-le comme vous voudrez, est beaucoup plus volumineux que le corps physique. Donc, c'est comme si on prenait, je sais pas moi, la main d'un homme qui a une main très forte, puis qu'on l'oblige à rentrer sa main dans un gant de bébé. C'est la meilleure image que je peux donner. Donc, c'est
pour l'âme humaine, de se réintégrer dans un corps physique, c'est très pénible parce qu'on est vraiment coincé. Puis ça, ben, pour l'avoir vécu, je confirme que oui. On est vraiment comme compressé, là, comme mis sous vide. Ben, il y a des gens qui disent que c'est comme plonger quand le corps revient enfin, quand l'âme revient dans le corps, c'est comme faire un plongeon dans de l'eau froide. Ils disent ça. Oui, aussi. C'est quelque chose d'inconfortable. C'est quelque Ouais, chose voilà. qu'on ne veut pas. Ouais. Et c'est Ouais. bien tout ce que tu relates là, parce que je sais qu'en France, par exemple, il y a une association, voire même plusieurs, qui ont vu le jour, parce que en fait, des gens, tout comme toi, ont vécu ce genre d'expérience et se sont sentis tellement bien, tellement sereins, remplis d'amour. Ce mot amour, ce lumière, c'est pour ça que je t'ai dit lumière, parce que c'est souvent ce qui revient chez ces gens-là, la lumière et l'amour. L'amour inconditionnel. Exact. Et il n'y a pas de jugement en fait, c'est toi seul qui t'auto-juge en fait, mais tout le monde t'accepte Ouais. tel que tu es finalement. Et même si tu n'as pas vu ce tunnel et tout ça, je trouve que ton expérience fait du lien avec les autres en fait au final. Et, Ouais. et ils ont, enfin pour la plupart, pas tous bien sûr, mais pas mal en reviennent avec exactement cette même sensation, c'est qu'ils sont obligés d'en parler, aller voir quelqu'un, parce que pourtant ils ont des enfants aussi, ils ont des choses à faire encore ici dans ce bas monde, mais ils étaient tellement bien que c'est difficile après de revenir dans cette réalité et Tout à fait. dans ce monde matériel en fait. C'est comme ça que je Ouais. l'interprète. Hein. Et c'est vraiment pas évident. Donc tu vois Lina, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être dans la situation, en tout cas qui ont vécu la situation à laquelle tu as dû faire face dans le passé après cette expérience. Ouais, ouais. Par contre, il y a toujours du positif dans chaque expérience. Le Mhm. positif pour moi, c'est que j'avais une peur panique de la mort avant cette expérience-là, dû au fait qu'à l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon père. Et j'avais développé une peur panique face à la mort à cause de ça. Et cette expérience-là a permis de guérir cette peur panique-là. Je te dirais qu'aujourd'hui, la seule crainte que j'ai, c'est de savoir qu'est-ce qui va m'amener à mourir. Est-ce que ça va être rapide ou est-ce que je vais souffrir pendant longtemps? C'est la seule crainte qui me reste, puis c'est vraiment minime comparé à la peur panique que j'avais avant, parce que je pense qu'avant, il y avait peut-être une partie de moi qui croyait pas à une vie après la mort. Et le fait d'avoir vécu ça m'a permis de constater que oui, effectivement, la vie continue après, à un autre niveau, et de façon beaucoup plus grandiose que ce qu'on peut connaître ici. Donc, ça a quand même eu ça de positif. Et du coup, ouais, pour en revenir à cet après d'expérience, bon, bien sûr, tu vis ces complications avec, comme tu le dis, ce problème avec les chakras, mais une fois que tout cela est rentré dans l'ordre, comme tu le dis si bien, voilà, ça a changé certes ta vision des choses, mais est-ce que toi, personnellement, dans ton fond intérieur, des choses ont changé, ont bouleversé ta vie? Oui, ça a bouleversé ma vie dans le sens que, bon, comme je te disais, ça m'a guéri la peur panique de la mort. Je te dirais pas que de perdre des gens que j'aime, je pleure pas, au contraire. Je suis une très grande émotive, donc oui, je vais pleurer, mais j'ai pris conscience que je pleure pas parce qu'eux partent. Je pleure parce que, pauvre petite moi, je ne les verrai plus. Leur présence. Ils vont me manquer. Ils vont me manquer. Mais d'un autre côté, pour être traversé de l'autre côté, je sais que là où ils vont, ils sont bien. Et là où ça a vraiment changé énormément, c'est que, bon, je vais dévoiler un petit secret ici, je suis née avec des dons médiumniques. Mais après cette expérience-là, c'est comme si ces dons-là avaient été exacerbés. C'est-à-dire qu'ils ont gagné en puissance. Et malheureusement, je ne les maîtrise pas parce que je pense que j'ai jamais cherché à les maîtriser. Je les laisse plutôt s'exprimer librement.
Souvent, ça va être sous forme de rêves prémonitoires. Ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que les rêves prémonitoires vont surtout annoncer des choses désagréables ou des tragédies. Mais ça m'a permis aussi d'être en mesure d'entrer plus facilement en contact avec les gens qui sont décédés. Comme par exemple ma fille aînée. Ma fille aînée est décédée en 2010. Son décès reste un meurtre non élucidé. Alors tu comprendras que comme maman, j'étais dévastée. Et je me rappelle que le jour de ses funérailles, moi et son père, même si on était séparés, on a quand même gardé un lien parce qu'on avait 4 enfants ensemble et on a gardé une bonne entente. On s'était dit, pour que ce soit plus facile pour sa sœur et ses frères, on va faire gonfler des ballons à l'hélium, des ballons blancs sur lesquels on va faire inscrire un message. Et au cimetière, au moment où l'urne va être descendue en terre, on va joindre nos mains, on va lâcher nos ballons ensemble. Et sur les ballons, il était écrit Elsa, nous t'aimons et bon voyage. Donc, on a chacun un ballon à hélium blanc dans nos mains qui ne sont pas reliés les uns aux autres parce qu'on a chacun notre ballon. On joint nos mains et on compte 1, 2, 3 et à go, on lâche nos ballons qui s'élèvent dans le ciel, évidemment. Et il y avait une légère brise, donc on s'attendait à ce que les ballons s'éparpillent. Non, sais-tu qu'est-ce que les ballons ont fait? Raconte-moi. Les ballons ont formé un bonhomme sourire. 2 yeux, un nez et une bouche qui sourit. Wow. Et là, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes en disant, c'est Elsa qui nous parle. Elsa vient de nous faire savoir qu'elle est bien là où elle est rendue. Qu'elle est en paix. Alors, c'est à nous d'apprendre à pardonner et d'être en paix aussi. Donc, j'ai eu la confirmation que ma fille était bien là où elle était rendue. C'est le genre de message que je reçois. J'ai eu le même genre de message de ma mère quand elle est décédée quelques années plus tard, etc., etc. D'accord, c'est un bon message. Ce sont des contacts que je ne recherche pas, mais qui viennent à moi. Ben, c'est quand ça. Je les recherche, oui, c'est arrivé une fois que je l'ai recherché, puis ça a fait le Big Bang. Fait que j'ose plus le faire. Pardon. J'avais demandé à ma fille, à la sortie de ma douche, de se servir de la condensation de la douche pour me faire un petit signe, pour me prouver encore une fois qu'elle était bien. Parce que dans ma tête, faire un petit dessin dans la buée de la douche, c'était facile. Mais ça, c'est penser en être humain qui vit dans un monde physique. J'ai pas pensé qu'elle, là où elle était rendue, c'était peut-être plus compliqué pour elle. Donc, je finis de m'essuyer, de m'habiller, tout ça, puis finalement, ben, il n'y a rien qui est apparu dans la buée. J'ai sorti de la salle de bain en me disant, bon, elle ne veut pas me parler. À l'époque, je faisais une formation de design intérieur, j'avais des travaux à faire, donc je m'installe dans la salle à dîner pour faire mes travaux. Ça devait faire à peu près une 30aine de minutes que j'étais sortie de la douche. Et on entend un de ces vacarmes qui vient de la salle de bain. Moi et mon conjoint, tous les deux, on a sursauté. Lui, il était dans le salon et moi, je te jure, j'ai laissé tomber mon crayon et mes feuilles sont tombées par terre. Et là, je me suis levée aux aguets. Je disais à mon conjoint, c'était quoi ça? J'étais prête à prendre un bâton de baseball, me rendre dans la salle de bain, sûr qu'un intrus était rentré. Finalement, ben, mon conjoint vient, bravement, je me mets en arrière de lui pour le laisser passer à l'avant. On arrive dans la salle de bain. Le miroir qui était accroché au-dessus de l'évier était tombé sur l'évier. Mais c'est le genre de miroir qui ont un fil de fer à l'arrière, comme un tableau. Ouais. Donc, tu dois soulever pour l'installer sur le crochet. Et la même chose, tu dois le soulever pour le décrocher. Donc, une force a soulevé le miroir pour le décrocher. Oui, parce qu'il faut une manipulation pour le lever. Ouais. Exact. Et tout ça sans casser le miroir. Et là, quand j'ai vu le miroir, ça a été automatique. J'ai eu un éclat de rire. Mon conjoint me regardait en l'air de dire, mais c'est quoi, t'es rendu folle? Ouh là là! Non. J'ai demandé à ma fille de me faire un signe pour me dire qu'elle était bien là. Mais moi, je voulais qu'elle me fasse un dessin dans la buée. D'accord. Puis connaissant le caractère de ma fille, elle avait un tempérament bien trempé, une force de caractère. Elle a sûrement essayé de faire le petit dessin dans la buée, puis comme elle n'a pas été capable, elle s'est fâchée, puis elle a décroché le miroir. Donc, j'ai eu mon message. D'accord. Mais
j'essaie de pas trop en demander comme ça parce que je me dis, bon, moi, je suis dans une dimension physique terrestre. Je ne sais pas ce qui est facile ou non pour les entités. Mais c'est donc, ça qui est... je peux demander des choses qui vont être très difficiles pour eux, donc je préfère ne pas faire de demande. C'est ça qui est très beau dans ta façon de parler. C'est que tu ne provoques pas les choses, tu ne les cherches pas non plus. C'est-à-dire que tu laisses les choses venir à toi. Et je dis ça parce que je connais énormément de gens qui sont dans la peine, qui ont perdu des proches aussi, et qui essayent de forcer le contact, qui essayent d'aller voir tous les marabouts du monde, les plus grands, les voyants qu'ils trouvent, pour essayer d'avoir un contact, d'avoir un dialogue, des mots, quelque chose qui les rassure. Exact. Et ce que je trouve beau dans ta façon de t'exprimer, c'est que toi, en fait, tu n'es pas dans cette démarche-là. C'est que tu laisses les choses venir naturellement et malgré le don que tu as ou pourrais avoir, tu ne forces pas les traits de ce don. Tu ne cherches pas à jouer avec ou à surjouer même dans le sens où regardez, j'ai tel don, venez, je vais vous... Non, c'est... Tu l'as, point, quoi, tu fais avec. Et je trouve ça très noble et beaucoup plus, beaucoup plus humain, beaucoup plus beau. Et je trouve que ça se ressent quand tu parles. Et si j'avais ce genre de don, je pense que je serais je suivrais en tout cas cette direction que toi tu as prise. Je ne serais pas en train de dire ouais j'ai ce don, si tu veux, je peux vous aider ou marchander. Enfin tu vois, c'est parce qu'on le voit tous les jours, ça, ces pauvres gens qui sont dans la peine et qui cherchent à... Il y a des gens, ils mettent de la musique avec des box là, ils disent que c'est un défunt qui a parlé, ça va rassurer la pauvre personne qui cherche absolument à avoir un contact avec son mari ou son enfant, et ce genre de choses vont peut-être lui faire du bien, mais moi je pense qu'on est plus sur du charlatanisme, je sais pas si tu es d'accord avec moi Lina, qu'autre chose. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que il y a des gens qui m'ont déjà demandé pourquoi comment je pourrais dire, je n'offrais pas mes services contre de l'argent. Moi, j'ai toujours dit, écoute, c'est quelque chose avec lequel je suis née. Je m'appelle Lynn, n'oubliez pas, vous avez mon compte PayPal juste en dessous dans la description. je vois bien le truc, tu vois. Oui, c'est un don que j'ai de naissance. J'ai rien demandé. Ça m'a été offert gratuitement par la vie, par des forces supérieures, c'est comme ça. Et comme je dis à ces gens toujours, c'est moi je me sentirais mal de marchander quelque chose qui m'a été offert. Si je peux aider des gens, si j'ai des messages, même si ça m'est jamais... Oui, ça m'est arrivé une fois. Mais si je peux aider des gens à se sentir mieux avec la perte d'un être cher, que je reçois des messages, je vais le partager, mais jamais que je vais le relayer. Parce que pour moi, c'est une question aussi de respect. Oui, et puis voilà, t'es pas dans cette provocation. Enfin, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il y a des gens qui le font et qui le font comme toi avec de la bonne manière et surtout avec noblesse. Mais voilà, t'es pas dans, tu surjoues pas, tu vends pas un produit, tu laisses les choses venir à toi, t'assumes ton don, mais en même temps. Il est là et puis tu fais avec quoi. Et moi je suis. Mais je te dirais que ce don-là, pendant plusieurs années, je l'ai vu comme une malédiction. Parce que le jour où mon père est décédé, le matin de la journée où il est décédé, j'ai eu un drôle de feeling. C'est-à-dire que mon père avait été déclaré invalide parce qu'il avait eu un infarctus du myocarde à l'âge de 39 ans. Donc, ne pouvait plus travailler, était très diminué physiquement. Et c'est ma mère qui avait repris les rênes des finances de la maison, donc c'est elle qui partait travailler tous les matins. Et mon père est décédé le 17 décembre, mais tous les matins, quand ma mère partait, mon père sortait à l'extérieur. Ma mère sortait de l'entrée avec la voiture. Quand elle passait devant le terrain, mon père se penchait sur la portière pour embrasser ma mère, et après ça, ma mère partait. Ce matin-là, ça a été la même chose. Puis moi, j'étais dans la fenêtre et je faisais des babayes à ma mère. Écoute, j'avais 11 ans, là. Et ce matin-là, quand mon père a embrassé ma mère, j'ai eu
un feeling, mais tellement inconfortable que sur le coup, j'ai eu honte et je me suis cachée sur le côté de la fenêtre pour pas qu'on voit. Parce que j'ai cru que le sentiment que je venais d'avoir, c'était de la jalousie. Mais parce que je savais pas comment définir ce que je Oui, ressentais. c'est ça. D'où C'est le, après. d'où Lynn, je sais pas si tu es d'accord avec moi, d'où le problème qu'on a à l'heure actuelle avec nos sociétés. C'est-à-dire que Oui, on est dans ce côté matérialiste et on oublie de nous éduquer vers une façon. En tout cas, ça serait bien qu'un jour on envisage aussi d'éduquer les enfants vers aussi quelque chose de plus spirituel qui pourrait, par oui, exemple, les aider à gérer ce genre d'émotions que toi tu as eu. Parce que je suis sûr que de nombreux enfants, au moment où je suis en train de te parler et d'échanger avec toi, ont ce genre euh, de, de de sensations, de prémonition, de prémonitions. ressenti. Voilà. Ouais, Donc, sûrement. voilà. Et tu Mais vois, j'ai comme toi, tellement eu honte, tu l'as quand même plutôt mal interprété. Alors je l'ai que, très mal interprété, voilà, je l'ai gardé pour moi, c'est ça le problème. c'est ça. Mais j'ai compris après coup que ce que j'avais ressenti, c'est que je venais d'être témoin de leur dernier baiser. Hmm. Et ça me déchirait le cœur. Mais moi, je l'ai interprété comme un sentiment de jalousie. Et Ouais. j'ai eu honte. Et j'en ai pas parlé. Et après ça, quand j'ai pris conscience que j'ai pressenti la mort de mon père, mais que j'en ai parlé à personne, j'ai ressenti énormément de culpabilité. Et ces dons-là, j'ai tout fait pour les bloquer. Quand tu dis tout fait, j'ai tout fait pour les bloquer. Et pour les gens qui ont, ça je vais le dire pour les gens de la communauté de ta chaîne, si jamais il y a des gens qui ont certains dons, ne faites jamais ça. Ne bloquez jamais les dons. Parce que c'est une forme d'énergie. Et cette forme d'énergie-là, si elle ne peut pas s'exprimer librement, elle va finir par exploser d'une autre façon et ça va être pire encore. À l'âge de 15-16 ans, j'ai été victime de poltergeist pour constater que c'était provoqué justement parce que je bloquais mes dons. Donc, les attaques poltergeist qui étaient dirigées contre moi, c'était moi qui les provoquais, tout simplement. Et j'ai pu laisser libre cours à mes dons à l'âge de 31 ans, quand j'étais capable de dire à mon père, maintenant, papa, je suis grande, je suis une adulte, j'ai plus besoin de toi. Tu es libre de poursuivre ton cheminement. Mais de 11 ans à 31 ans, j'ai bloqué ces dons-là. Et c'est la pire chose que je pouvais faire. Hmm. J'ai vécu des moments infernaux. Ouais. Non, mais c'est bien que tu dises tout ça et que voilà, qu'on en prenne conscience parce que je pense que Lynn, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule et Non. je pense que beaucoup ont dû vivre ce genre de mésaventures et ce que j'ai peur, c'est qu'il y en ait d'autres par la suite Ouais, et que si on fait rien pour ouais, les écouter, pour enfin, comme je te l'ai dit auparavant, on est dans une société qui nous oriente pas qui nous oriente absolument pas vers cet univers spirituel, vers ces dons qu'on pourra avoir exact. et comment les maîtriser, comment les faire évoluer, comment les interpréter. Ouais, On n'a rien, alors on a YouTube avec voilà, mais je veux dire, moi non plus, je suis pas un spécialiste de tout ça. Enfin, je veux dire, c'est compliqué pour moi. Mais je trouve que le fait d'ouvrir la porte et de laisser les gens parler, s'exprimer, je me dis que c'est déjà peut-être un premier palier de franchi, tu vois. exact, ouais. Mm. Ouais. Puis moi, j'ai eu la chance, enfant, d'avoir une mère qui était très ouverte. Que lorsque je lui disais que la nuit, j'avais peur parce que je voyais une entité noire qui venait me menacer, j'ai j'ai eu une maman qui m'a écoutée. J'ai eu une maman qui m'a cru. Mm. Et j'ai eu un grand-père aussi qui était, en tant qu'autochtone, qui était un être très spirituel aussi. Donc, j'ai eu des gens pour m'écouter, j'ai eu des gens pour me croire, parce que pour un enfant, ne pas être cru, c'est, c'est dévastateur. Donc, ce que j'aurais envie de dire aux gens aussi, c'est si vous avez des enfants ou même des petits-enfants, écoutez-les. Écoutez-les. Oui, oui, des fois, il y a certains enfants qui vont avoir l'imagination très fertile. Oui, je suis d'accord. Mais parmi tous ces récits-là, il y a peut-être juste une petite parcelle de choses vraies que l'enfant a vécues qui peut être traumatisante.
Et si on ne l'écoute pas ou si on dénie tout ce que l'enfant dit, ça peut être dévastateur parce que l'enfant risque de se refermer, de garder ça pour lui et de ne plus chercher d'aide pour comprendre ce qui lui arrive. Ça peut être, ça peut démolir un enfant. Ouais, je veux bien te croire, et puis comme tu le dis si bien, toi tu as eu ton grand-père, tu as une maman assez ouverte sur le sujet. Imagine s'il y a des enfants qui eux n'ont personne pour les écouter, ou que les parents d'un revers de mots, j'ai envie de dire, avec quelques mots, dire ouais voilà, c'est un ami imaginaire, non c'est dans ta tête, et je pense que c'est pas l'aider. C'est pas l'aider d'avoir ce genre de réaction. Non, c'est pas les aider. C'est pas les aider. Puis, il y a certaines particularités. Bon, je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai 59 ans et je dors encore avec la lumière allumée. Ah Parce ouais, que je suis d'accord. incapable de dormir dans le noir. Parce que dans le noir, c'est là où je deviens vulnérable à l'attaque de cette entité noire-là. Donc, je n'ai jamais été capable de dormir sans lumière et je pense que je serai jamais capable de dormir sans lumière. Et ça, je me rappelle, j'avais 2 ou 3 ans et je le disais déjà à ma mère, ne ferme pas la lumière, maman. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a cru. Maintenant, aujourd'hui, je suis mamie. J'ai 2 petits-enfants, les enfants de ma fille. Et ma fille, suite à une séparation douloureuse, a emménagé avec nous et les petits-enfants. Et j'ai pu intervenir à temps parce que ma fille avait tendance à faire dormir ses enfants dans le noir et à les réprimander en disant « C'était juste un cauchemar, retourne te coucher, va dormir ». Alors que moi, je lui ai expliqué ce que moi j'avais vécu enfant, ce que je vivais encore aujourd'hui. Et j'ai dit, ça peut arriver, que ça arrive aussi à tes enfants. Peut-être pas, mais prends pas la chance de les terroriser plus qu'un enfant normal face à la nuit ou à la noirceur. Donc maintenant, ils ont une petite veilleuse dans la chambre qu'on peut changer de couleur. Des fois c'est rouge, des fois c'est bleu, des fois c'est vert. Juste suffisant pour chasser les coins d'ombre dans la chambre. Et depuis qu'on fait ça, ils ont des nuits paisibles. Des fois, ça prend pas grand-chose. Ouais. Et étant amérindienne, j'ai toujours mon bâton de sauge et je purifie régulièrement la maison, chaque pièce de la maison, pour chasser les énergies et les entités négatives. Et je me rends compte que c'est très efficace parce que quand je suis un certain temps sans le faire, soit que je suis débordée par mon travail ou que je l'oublie carrément, je me rends compte parce que les nuits des enfants deviennent perturbées, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se réveiller une ou plusieurs fois durant la nuit. Et dès que je refais mon rituel de purification avec la sauge, on revient des nuits pleines, calmes et sans cauchemar. Donc ça aussi, ça serait pour les parents qui ont des enfants qui ont des nuits très perturbées, peut-être essayer la purification avec la sauge. Ça pourrait aider. Je suis assez admiratif de la façon dont tu t'exprimes, parce que je trouve que tu as énormément de recul quand tu parles. Et tu parles posément, aisément. Et je voudrais savoir, quand tu as parlé, est-ce que tu as parlé au docteur après, quand tu es revenu à la vie? Est-ce qu'ils t'ont donné une explication à ce qui venait de se passer te concernant? Pour l'équipe qui était là, c'est-à-dire l'équipe d'obstétrique, le gynécologue, pour lui, j'étais une miraculée. Parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce que je me remette à respirer après 21 minutes. Surtout après toutes les manœuvres qu'il avait fait. Et vous auriez dû voir mon torse du cou jusqu'au pubis, c'était même pas bleu, c'était noir. Ouais. Tellement qu'il avait frappé fort pour que mon cœur reparte, puis j'avais des côtes de fracturées d'ailleurs. Mais par contre, j'en ai parlé à mon médecin de famille après être sortie de l'hôpital. Je lui ai parlé de ce que j'avais vécu. Et vous seriez surpris de savoir le nombre de médecins qui sont plutôt ouverts et qui croient en ces choses-là. Moi, mon médecin de famille m'avait répondu à l'époque, tu pensais que ça n'existait pas? Tu pensais que quand on mourait, ça finissait là? Je dis, on n'a pas de preuves. Il dit, on n'a pas besoin de preuves, on a juste besoin de croire.
Il dit maintenant, il dit, tu vas croire parce que tu l'as vu. Donc, c'est la réponse que mon médecin de famille m'a fait. Donc, j'ai supposé que lui, avec l'expérience de médecin qu'il avait, c'était quelque chose en lequel il croyait. Peut-être Mais qu'il avait il était déjà particulier vécu, aussi. peut-être aussi avec son travail et l'expérience, est-ce qu'il n'aurait pas vu aussi ou vécu une situation qui l'amène aussi à réfléchir là-dessus et se dire, ah ben, ça fait quand même Probablement, plusieurs oui. fois, ça peut pas être le fruit du hasard. Tu vois. Non, c'est ça, Mm. probablement, je suis persuadée. Ouais. Mm. Parce que là, quand même, 21 minutes, ça me semble vraiment, enfin pour moi, hein, par rapport à... euh, pour moi, c'est une éternité, quoi. Pour le cerveau, il devrait... Ben, ouais, c'est très long, 21 minutes, sans que le cerveau soit irrigué, oui. ouais, c'est... J'ai été chanceuse d'avoir seulement la mémoire à court terme comme séquelle. Très bien. Et donc maintenant, tu expliques que tu es mamie, et j'ai Oui, l'impression qu'avec tout ce que tu es en train de nous dire, finalement, cette expérience que tu as eue te pousse à relativiser. J'ai l'impression que tu vois la vie différemment, hein. C'est-à-dire que, ben, comme je l'ai ressenti quand tu parles, je pense que beaucoup le ressentent aussi, c'est que on te sent avec beaucoup de recul, apaisé, voilà, oui. rempli Ben, à de la bonnes base, intentions. de par mon tempérament, j'avais une grande capacité de résilience. Je pense que ça l'a multiplié par 1000. C'est-à-dire que les choses douloureuses, les épreuves que la vie nous amène à traverser, dont moi, la plus douloureuse, ça a été le meurtre de ma fille. Euh, oui, c'est des choses qui font très mal. Je t'avouerais que quand j'ai eu la nouvelle, j'ai eu envie que ma vie s'arrête là tellement j'avais mal. J'avais juste envie de m'asseoir dans un coin puis d'attendre que ça finisse. J'ai eu la chance d'avoir, parce que j'ai été hospitalisée de force, parce que j'ai eu le malheur de dire quelque chose aux policiers que j'aurais pas dû. Je m'en rappelle pas, mais apparemment, je l'aurais dit. J'aurais dit aux policiers de se dépêcher à faire leur travail, sinon il y en aurait 2 à enterrer. Les autres ont pris ça pour une menace de suicide, donc j'ai été hospitalisée contre mon gré D'accord. 2 jours après avoir appris le décès de ma fille. Et j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux psychiatre. J'ai été hospitalisée 5 jours seulement. Mais il a su me dire la phrase qu'il fallait pour que je sorte de cette envie-là de dire je m'assois dans un coin, je fais plus rien, j'attends que ça finisse. Et Parce que j'avais vraiment tu as fait mal. part au psychiatre de ton expérience passée? Non, Non. j'ai pas, non, j'étais pas du tout là-dedans. Non, Hmm. non. Non, là, je vivais à 200 000 à l'heure, là, Ouais, la perte de ma fille, la culpabilité de ne pas avoir pu la sauver, oui, oui. etc., etc. D'abord guérir le plus important. C'est ça. Hmm. Et ce psychiatre-là a eu une seule phrase qui m'a sorti de cet état-là. C'est qu'il me dit, je comprends très bien ta douleur. Je comprends que tu veuilles que ta vie s'arrête là parce que c'est trop douloureux. Mais si tu fais ça, quel est le message que tu vas laisser à ta fille et tes 2 garçons, ceux qui sont encore vivants? Le message que seulement ta fille aînée était importante et eux le sont pas. Sur le coup, j'ai eu envie de Ouais. le frapper, même si je suis pas du tout violente, j'ai eu envie de lui en mettre un sur le nez direct. Pourquoi? Parce qu'il venait de dire la seule chose qui pouvait me faire réagir dans le bon sens. Et il a très bien fait, je trouve. Enfin, Oui, la façon aussi. dont tu l'exprimes, en tout cas, c'est vrai qu'à entendre cette phrase, elle a tout son sens. Exact. Et c'est ce qui m'a donné la force et le fait d'avoir vécu le MI, justement, avait comme multiplié ma capacité de résilience. Donc, c'est comme l'image que je peux donner, c'est que, bon, j'ai commencé par me remettre sur mes 2 pieds. Et après, j'ai fait un pas après l'autre, même si c'était difficile, en me disant que plus j'en ferais, moins ça serait pénible. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et c'est pour ça que je suis Parce assez que les gens, admiratif quand tu me racontes ton passé, ton présent et enfin, ce que tu vis maintenant, hein, à l'heure actuelle, en étant mamie. Je trouve que ouais, ton parcours de vie n'a pas été évident, n'a pas été toujours non. facile. En plus, tu as dû gérer ce don par la même occasion. Et te voir là, comme ça, apaisé, avec autant de recul, j'ai envie de te dire chapeau.
Mais moi, je te dirais casquette. Casquette. En tout cas, voilà. Mais tu vois, C'est il y vraiment. a déjà... Tu dégages, en tout cas, pour moi, hein, tu m'as l'air d'une femme vraiment très, très courageuse. Et voilà, je tenais vraiment à te le dire parce que moi, je t'en face là aujourd'hui. C'est vrai qu'on échangeait un petit peu par mail. Là, maintenant, j'ai l'occasion de te voir en vrai, de t'entendre t'exprimer. Et je t'avoue que ouais, je suis assez admiratif de la façon dont tu arrives à gérer toutes ces émotions et tout ce passé. Donc voilà, gros respect à toi. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, ça me touche. Par contre, je vais te dire ce que j'ai dit à plein de gens qui m'ont dit, mon Dieu, que tu es courageuse. C'est pas une question de courage. C'est que quand ces choses-là t'arrivent, tu as comme deux choix. C'est soit te laisser aller, soit continuer d'avancer. Si tu choisis un ou l'autre. Moi, j'avais des enfants qui avaient besoin de moi, qui vivaient un deuil tout aussi douloureux que moi, je pouvais vivre un deuil douloureux. Et j'ai choisi de me battre pour eux. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Je pense pas avoir été plus courageuse que quelqu'un d'autre. J'ai juste fait un choix. J'ai pas choisi la solution de facilité. J'ai choisi la voie qui était pénible par choix et par amour pour mes enfants. Parce que chacun d'entre eux, j'aurais donné ma vie pour eux. Et Elsa, là où elle est rendue maintenant aujourd'hui, je pense qu'elle le sait. Et même si au début, je lui demandais pardon de ne pas avoir été là pour lui sauver la vie, au final, j'ai compris que c'est pas à elle que je devais demander pardon parce qu'elle, elle le sait. Que j'aurais rien pu faire parce que j'étais même pas présente. C'est moi qui ai dû me pardonner moi-même. Oui. Donc, quand je dis que j'ai fait un choix, que j'ai pas choisi la voie facile, c'est toutes ces petites étapes-là que j'ai eu à traverser. Et moi, je vois pas ça comme du courage, je vois ça comme si je veux continuer à vivre et être bien dans ma vie, c'est des étapes que j'ai pas le choix de franchir. Ouais. Mais en tout cas, le fait que tu parles comme ça, tu vois, comme tu viens de le faire là, moi, je trouve que ça vraiment, hein, ça montre que tu as une grande noblesse d'âme, vraiment, et ça se ressent. Et c'est vraiment agréable de discuter avec toi, parce que, voilà, c'est fluide, quoi. Et je pense que ça y a joué par rapport à l'expérience que tu as eue, c'est-à-dire que on sent que tu parles avec le cœur. Oui. Il n'y a pas de... Oui. Voilà. Il n'y a pas de tabou, quoi. Tu dis les choses. Non. Voilà. Non, puis comme j'ai toujours dit, que ce soit avec mon expérience de mort imminente ou les dons médiumniques que j'ai ou l'enseignement chamanique que j'ai appris avec mon grand-père, je parle des expériences que j'ai eues et comme je dis aux gens, même si vous me demandez des preuves, j'en ai pas de preuves. Je vous donne ce que moi j'ai vécu, vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour convaincre personne. Je suis pas là pour tordre les bras de personne non plus. Je vous donne ce que moi j'ai vécu, vous en faites ce que vous voulez. Et je pense que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai accroché sur ta chaîne et sur la personne que tu es, Virgile, parce que ton approche est très semblable à la mienne. Comme si on était un peu de la même famille. Ouais, j'avoue que tes réactions, moi j'ai pas vécu, j'ai pas eu le même parcours de vie, mais tu vois, quand tu parles, je me dis, si j'avais eu ce parcours-là, j'avoue que les réactions dont tu fais preuve là, la façon de t'exprimer, de les raconter, d'être après et avant, c'est quelque chose en tout cas les actions que tu as menées, ta façon d'agir, ta façon d'être, ressemble à ce que j'aurais pu aussi moi faire si j'avais eu le même parcours de vie, clairement. Ouais. D'ailleurs, je te l'ai dit souvent dans les échanges qu'on a eus, tu es quelqu'un d'exceptionnel, puis je t'ai dit souvent, change pas, change surtout pas. J'aurais du mal. J'aurais beaucoup de mal. T'as une grande écoute envers les gens, mais tout se fait dans le respect. Et c'est ce qui fait la différence entre ta chaîne et certaines autres que je nommerai pas. Moi, j'ai accroché à ta chaîne, je me suis mis à dévorer les vidéos, les témoignages des gens. J'ai appris, même si je m'exprime très rarement au niveau du chat avec les gens de la communauté, mais j'ai appris
à connaître les gens de ta communauté. Et, et tous ces gens-là qui forment ta communauté, c'est des gens qui ont une très grande écoute, qui ont un cœur énorme et un respect mutuel qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et grâce à ça, justement, des gens comme moi qui est allergique à la caméra ont fini par se convaincre que Je l'étais aussi. c'est important de témoigner. Je te remercie beaucoup, Lynn, pour ce que tu es en train de dire. Parce que venant de toi, forcément, ça me touche. Et je pense que ça va aussi faire plaisir à la communauté d'entendre ce que tu as à dire à leur sujet, comme tu viens de le faire. Je pense qu'ils vont être vraiment ravis de l'apprendre, de savoir que eux aussi participent et jouent au fait que, enfin participent, je vais pas utiliser le mot jouer, mais participent au fait que ça va permettre à des gens comme toi et d'autres, et ça l'a été d'ailleurs, d'être plus en confiance, de se dire j'ai envie d'aller parler sur cette chaîne parce que les gens ont l'air quand même assez posés, et donc finalement ma plus grande fierté, c'est pas d'avoir une chaîne à 1 million d'abonnés ou voilà. Je me dis que finalement, ma plus grande fierté, c'est d'avoir des échanges comme celui qu'on est en train d'avoir avec toi. C'est d'avoir une communauté qui permet à des gens comme toi de venir parler, se livrer et finalement de faire grandir, de faire évoluer notre façon de voir les choses sur notre monde, Exact. sur ce qui nous entoure. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, vraiment. Je l'espère aussi parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que tu as créé. Et la communauté qui s'est greffée autour de toi, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Là. C'est unique. Là. Et, disons que moi, je suis à la base, Alid, encore une fois, mais je suis comme toi. Moi, je me parlais à la caméra, me regarde. Mais c'était horrible. Je me rappelle, j'ai un ami au Japon qui cartonne, qui fait des vlogs et tout. Et je le vois là avec sa caméra, il se filmait et tout ça. Je dis, mais comment t'arrives à faire ça? Moi, me filmer avec ma tronche et tout, mais c'est impossible, je déteste ça et tout. Et c'est vrai que là, je suis allé au Japon il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que pour mon autre chaîne qui est Connexion Japon, il faudrait que je me montre un peu plus. Mais je veux pas forcer les choses. Si je me le sens pas, je le fais pas. Et donc, en fait, je laisse parler les images. Parce que ça me correspond mieux. Voilà. Donc, on me voit pas en train de faire regardez. Parce que des fois, on voit la tête du gars pendant 1 heure. Il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pas montre-nous du paysage, mais de l'habillage, fais quelque chose quoi. Sinon on s'endort et puis bon, on s'en fiche de ta tête pendant. Voilà. Donc et c'est ce qui arrive souvent sur YouTube quand ils font des vlogs, on les voit tout le temps en train de leur tronche en train de parler, on voit pas ce qui se passe autour, on voit pas le paysage. C'est un peu dommage. Et en fait moi j'étais pas le genre de mec qui voulait ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, et je t'avoue que là, avoir plus de 10 000 abonnés, tu me dis ça avant que j'ouvre ma chaîne, jamais je l'aurais cru. Donc c'est ça, finalement, la richesse de cette chaîne, c'est qu'elle est née du ras-le-bol de YouTube, du ras-le-bol de ce que nous propose l'algorithme avec toute leur merde. Comment j'ai perdu 10 kilos? Les 5 trucs les plus incroyables qui se sont passés dans tel... Enfin, mais putain, mais je m'en fous. Enfin, voilà, ça va rien m'apprendre. Je vais dormir toujours aussi con. Enfin, voilà. Et du coup, c'est ce ras-le-bol. Et puis voir aussi plein de youtubeurs surfer sur des sujets qui me tiennent à cœur et qui en font un buzz, qui en profitent pour faire du profit dessus, enfin bref, plein. Et donc je me suis dit, au bout d'un moment, si moi je le fais pas, qui va le faire? Et j'ai patienté, hein. exact. J'ai patienté, parce que je voulais que ça soit quelqu'un d'autre, pas moi. Mais bon, il n'y a rien eu. Et je me suis lancé, voilà. Et puis écoute, je regrette pas, parce que regarde, on est en train d'avoir un super échange. Comme tu dis, la communauté est sûrement la richesse de cette chaîne. Donc écoute, rien que pour ça, je me dis, c'est super. Et j'ai envie de te poser une question, Lina, maintenant, qui est plus personnelle, plus intime, qui est en relation avec mon enfance. Je l'avais raconté sur la chaîne quand j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans. Je me rappelle que j'ai eu un personnage, une silhouette toute blanche. Et ce blanc, je ne le retrouve que quand des gens comme toi parle de ce blanc qui pique pas les yeux, mais qui est tellement pur, tellement, comment dire, un blanc pur, quoi, tu vois, beau,
magnifique Ouais. voilà, que tu ne vois nulle part. Cette silhouette qui est venue devant moi au pied du lit. J'avais ma mère à gauche, mon père à droite. Mais elle est venue devant moi. Et moi, bon, ben, quand tu as 4-5 ans, tu ne sais pas comment l'identifier, tu vois, là encore une fois, j'ai personne, moi, pour me dire Exact. ce que c'est. Et là, maintenant que je suis adulte, je sais que j'étais pas fou, je sais ce que j'ai vu. Et là, je peux aller voir un psychologue, psychiatre, ce que tu veux, je sais ce que j'ai vu, et je lui dirai la même chose. Il aura beau me dire que c'est parce que j'ai vécu. Non, 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 stop. Ok, au bout d'un moment, on sait ce qu'on a vu, il faut arrêter. Ouais. Donc, À 5 ans, on fume pas de moquette, hein, normalement. ouais, ouais, et puis même, si c'était ça, je veux dire, toute la planète entière fumerait de la moquette, tout le monde, pour voir ce genre de choses. Et je sais que j'ai eu peur, donc j'ai mis le drap sur ma tête, mais au bout d'un moment, ben, je pouvais plus respirer, donc je suis ressorti, j'ai regardé comme ça et il n'y avait plus rien. Et je sais que le lendemain matin, j'étais petit parce que j'étais à la jambe de ma mère comme ça en train de lui donner des petits coups de poing comme ça pour lui dire Maman, pourquoi tu m'as fait peur cette nuit? Alors que je sais que c'était pas ma mère parce qu'elle était à gauche. Mais tu vois, c'est là où on a besoin de quelqu'un pour nous donner un sens à ce qu'on a vu. Comment identifier ce que j'ai vécu, ce que j'ai Ouais. vu. Parce que là, je peux pas. Si jeune, j'ai pas entendu parler de fantômes, j'ai pas vu de films d'horreur ou de films fantastiques et tout ça. Donc moi, j'identifie ça comme ben, ma mère parce que ben, je vois pas d'autre solution. Et Exact. voilà, donc des trucs comme ça, ou pareil, quand j'avais perdu un animal qui m'était très cher, une musique qui me berçait, pareil, j'étais tout petit, et cette musique, elle m'a bercé, et d'un coup, parce que je pleurais, je suis quelqu'un de très sensible, d'hypersensible, et du coup, je pleurais beaucoup. Je pleurais. Et d'un coup, j'ai une musique, mais qui était... tu sais, c'est comme si c'était la musique, elle faisait partie de l'atmosphère, c'est très bizarre, j'arrive pas à décrire. Et une musique Mhm. que j'ai entendue qu'une fois dans ma vie, qui était à ce moment-là précis. Et il y avait que moi qui l'entendais. Parce qu'à un moment, j'ai dit à ma soeur, parce que ça m'avait bercé en fait, je pleurais plus, j'allais mieux, je me sentais mieux, alors que j'étais triste quelques minutes avant. Et quand j'ai parce que même quand j'étais petit, je voulais pas paraître fou, tu vois. C'est pour te dire la société, comment elle te bouffe le Ah cerveau. oui, C'est que on est conditionné très jeune dans ah la non, mais c'est société, ça. là, Je suis de suite allé voir ma à- soeur. J'ai dit, donc qui était pas très loin parce qu'on avait un lit, un à droite, un à gauche, on était dans la même chambre. Et j'ai dit, t'as entendu? Elle me fait de quoi? Mais la musique, j'ai rien entendu du tout. Et donc voilà, c'est des choses comme ça quand j'étais petit que j'ai vécu, que j'ai jamais pu expliquer, et la voilà. musique que tu aurais entendue enfant, Mm. je pense que ça s'apparente à la musique que j'ai entendue durant mon expérience EMI. J'ai fait des recherches à l'époque là-dessus et bizarrement, je l'ai trouvé chez des gens qui font des recherches au niveau des anges. Et j'ai découvert un texte où il parlait de la musique des sphères, Mm. qui est une sorte de musique qui va jouer sur les énergies et les émotions. D'accord. Donc, probablement que c'est ce que tu as entendu et ce que j'ai entendu aussi lors de mon EMI. C'est la musique des sphères, mais c'est quelque chose qui se décrit très mal parce qu'il n'y a rien de comparable euh, dans le plan terrestre comme musique. Ouais, c'est une musique qui est dans l'atmosphère et qui est en toi. Enfin, c'est bizarre, hein. C'est pas Ouais, comme quand tu ouais, écoutes de la musique à travers une radio ou à la télé. Ça n'a rien à voir. exact. Tu ressens tu ressens la musique de l'aide. C'est vraiment bizarre. Et moi, ça m'a Ouais, ouais. calmé, ça m'a apaisé. Je me suis senti bien. Et je le dis parce que je le dis à toi parce que pour moi, tu es une personne de confiance et avec ton vécu, je pense que tu es bien placé pour m'écouter et c'est pour ça que j'en profite de le faire. Mhm. Euh, mais c'est vrai que je me suis senti bien, mais vraiment Mhm. super bien après, alors que j'étais dans une tristesse mais profonde. Et ouais, c'est complètement fou. Et tu vois, même tu vois, quand je t'en parle, au fond de moi un petit peu, j'ai cette crainte que la société, tu sais, comme un tatouage qui part pas. Tu vois, qu'on ne peut pas Mhm. enlever, qui est là et qui te dit attention parce que si tu dis ça,
Peut-être que des gens vont te percevoir comme un taré, comme un gars atteint du ciboulot, ou, tu vois, ou Moi, en marge des autres, tu vois. C'est, Ouais, je comprends. tu vois, c'est ce tatouage de... Moi, je me suis débarrassée de ce tatouage-là, Voilà. entre guillemets, d'une... que je Ouais, fais une beaucoup marque, tu vois, une d'autodérision. marque, une cicatrice. Ouais. Ouais. Je fais beaucoup d'autodérision et quand j'ai à exprimer ou à parler d'une expérience que j'ai vécue, où je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont être plus sceptiques, où je leur dis en partant, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je m'en fous. Mm. Et là, je déballe ce que j'ai à dire. Donc, je viens de comme... Si eux me prennent pour une folle, ben, je viens déjà de les prévenir que je m'en fous que tu me prennes pour une folle. Puis on dirait que ça comme désamorce cette facette-là de nous, de dire, je devrais peut-être pas en parler, ben, faut qu'ils me prennent pour... Finalement, ben, prenez-moi pour une folle, je m'en fous, je vais vous dire quand même ce que j'ai vécu. Mm. Ben, tu vois, moi, Et je le le fait de fais. le dire, Je le les fais parce gens, que j'ai t'es là. constaté que les gens étaient moins portés à juger aussi. Mm. Quand tu ouvres la porte comme ça en disant, regarde, ça se peut que tu me prennes pour une folle, mais je m'en fous. Mm. Ben là, tu vois, vu que c'est ma chaîne, ben j'en profite, hein, et vu que tu es là, je me dis, ben ça me permet de me livrer, tu vois. Et c'est Exact. bien parce que cette étude de sphère, comme tu dis, je trouve que ça peut effectivement faire un lien, quelque chose de... En tout cas, ça a une résonance, voilà. Ouais. Ça pourra apporter un semblant de réponse. Et donc, tu vois, si j'avais rien J'ai dit, pas, ben, je ne saurais rien de tout ça. Donc, c'est ça. J'ai pas vraiment de connaissances au niveau angélique. Bon, je sais, comme à peu près tout le monde, qu'on a probablement des anges gardiens. Je serais tentée peut-être de dire que c'est peut-être ton ange gardien qui t'a envoyé cette musique-là à ce moment-là, quand tu as vu dans quel état émotif tu étais. Quand tu as constaté la douleur que tu avais, c'était sa façon à lui de te guider peut-être vers un tracé qui serait moins douloureux. ben, c'est ça, c'est pour ça quand on parlait tout à l'heure des enfants, je pense que quand on est plus jeune, et moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression qu'on est innocent, donc on ressent plus les choses. On, tu vois, enfin, c'est vraiment Ouais, profond, quoi. On n'est pas encore... L'enfant n'a pas intégré encore les Ouais, filtres voilà. On de s'est la pas encore société. enfermé dans ce boulot métro-dodo. Et je sais que quand on commence à être déjà un ado, voilà, on commence à se fermer à tout ça. Enfin, et du coup, ben, moi je sais que maintenant, voilà, ce ressenti de l'innocence qu'on a enfant, on le rejette en fait. C'est pas qu'on veut le rejeter, mais sans le vouloir, ben, la vie de tous les jours fait que ben, on le rejette de par nous-mêmes et sans le Exact. savoir. Et je trouve ça dommage. Et après, Donc, nous, ça, c'est- on devient des adultes et on va dire à des enfants, mais non, mais tu t'hallucines, tiens, on va t'emmener chez le c'est ça. psychiatre du coin, le psychologue du coin, machin. Tu vois, et Puis des fois, c'est des petites phrases anodines que moi, je me rappelle, ma mère m'a déjà dit quand j'étais toute petite, de l'âge du primaire, j'avais 5, 6, 7 ans. Oui, mais ça, ce serait mieux que tu n'en parles pas à l'école. Bon, elle ne le faisait pas pour mal faire, c'était dans le but de me protéger. Mais de se faire répéter des petites phrases comme ça, tu finis par te dire, dans ta tête d'enfant, ben ok, si je peux pas en parler à tout le monde, c'est parce que c'est pas bien. ouais, ben, c'est ça. Donc, les filtres s'installent comme ça, tranquillement, graduellement. C'est-à-dire que même des gens ouverts sont obligés de passer par cette étape-là, tu vois. Et c'est pour ça que de toute façon, un jour ou l'autre, on y va. Il faudra choisir une direction. Hein. Mais si on garde cette direction, on va se foutre en l'air au bout d'un moment. Donc on va être obligé au bout d'un moment de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus spirituel, voilà, une entente commune, parce que sinon on va foutre la planète en l'air et nous par la même occasion. Donc, Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais écoute, on va refermer la parenthèse de cette expérience que tu as vécue dans le passé et tout ce qui va autour, hein, que tu nous as détaillé. Et j'aimerais maintenant qu'on en vienne à Portlock. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc j'étais en contact avec une personne qui vit là-bas en Alaska. Et donc cette personne expliquait ce qui s'était passé avec le Nantinak. Donc, eh bien, écoute, je lui ai demandé gentiment si je pouvais
utiliser sa vidéo pour la traduire en français, ce que j'ai fait parce qu'il me l'a gentiment, il a gentiment répondu oui à ma question. Donc écoute, je me suis fait un plaisir de la traduire. Moi personnellement, je pense que c'est 50-50. Je pense qu'il y a un aspect un petit peu financier derrière, faut pas se leurrer. Mais aussi qu'il y a aussi autre chose, parce qu'il y a quand même des témoins encore, il y a quand même des faits qui sont là, qui sont relatés dans des vieux journaux, et je pense que tout n'est pas juste invention. Et je vais te laisser d'ailleurs nous en parler un petit peu plus précisément.